La planète était morte depuis au moins 1 milliard d'années. Telle fut notre première impression, tandis que le vaisseau suivait son orbite autour de sa surface brune, complètement desséchée. Une civilisation avait effectivement vécu ici, jadis. Mais la Terre avait tourné 10 puissance 6 fois autour de Sol depuis le dernier souffle du dernier habitant de ce monde. « Une planète morte !» s'exclama le colonel Materne, amèrement déçu. « Sans rien d'exploitable, autant tout remballer et aller voir ailleurs. » La réaction de Materne n'avait rien pour surprendre. En recommandant le départ immédiat et le transfert sur une planète plus lucrative, il ne faisait en somme que servir au mieux les intérêts de ses employeurs. Et ses employeurs, c'était l'état-major des forces armées des États-Unis d'Amérique. On comptait sur lui et sa moitié d'équipage pour fournir des résultats, c'est-à-dire de nouvelles armes et de nouvelles alliances militaires. Si on avait investi 70% du budget annuel de l'armée dans cette expédition, ce n'était tout de même pas pour parrainer Dieu sait quel traficotage archéologique. Mais heureusement pour nous, la moitié traficoteuse de l'équipe, Materne ne jouissait pas d'un pouvoir de décision absolu dans nos affaires. L'état-major avait peut-être injecté 70% de son budget dans cette opération, mais au département Relations publiques de l'armée, des gens avisés avaient fait en sorte que nous ayons, nous aussi, des droits. Le professeur Léopold, chef de la branche non militaire de l'expédition, déclara avec brusquerie. « Désolé, Materne, mais je vais être obligé d'appliquer la clause limitative. »« Mais, » voulut protester l'autre, « mais rien du tout, Materne. On a dépensé un gros paquet de subventions publiques pour arriver jusqu'ici, j'exige que nous passions sur cette planète la période minimum prévue pour les activités de recherche scientifique, puisque nous sommes là. » Materne se rembrunit, et, le menton calé sur ses 2 pouces, baissa les yeux sur la table, appuyant fortement ses doigts sur ses joues au niveau du maxillaire. Il était vivement contrarié, mais trop malin pour faire comme s'il avait des arguments contre Léopold. Quant à nous, les 4 archéologues, les militaires au nombre de 7, nous étaient légèrement supérieurs en nombre. Nous regardions avec avidité nos chefs s'affronter. À un moment, mon regard s'est porté sur le hublot, et, au-delà, sur la planète avec sa plaine séchée, balayée par le vent et ponctuée çà et là de moignons de monuments qui, des millénaires plus tôt, avaient dû être imposants. Ce monde ne revêt absolument aucune importance stratégique, déclara Materne d'un ton morne. Il est tellement ancien que même les vestiges de la civilisation qu'il abritait sont tombés en poussière. N'empêche que je tiens à faire valoir mon droit d'explorer toutes les planètes sur lesquelles nous nous posons, et ce durant une période d'au moins 168 heures, rétorqua Léopold, implacable. Exaspéré, Materne explosa. Mais enfin, pourquoi? Rien que pour m'embêter, c'est ça? Pour prouver la supériorité intellectuelle innée des scientifiques sur les hommes de guerre? Voyons, je n'en fais pas du tout une affaire personnelle. Ah bon? Alors de quoi s'agit-il au juste? On se pose sur un monde dont je ne peux rien tirer, ni vous non plus sans doute. Et pourtant, vous me sortez un détail légal pour m'obliger à passer une semaine ici. Si ce n'est pas pour me contrarier, comment expliquez-vous votre comportement? Jusqu'ici, nos activités cartographiques sont restées très superficielles. Si ça se trouve, cette planète recèle la réponse à bien des questions posées par l'histoire de la galaxie. D'ailleurs, il se peut aussi que vous tombiez sur un véritable trésor plein de superbombes, pour ce que j'en sais. Rien de plus plausible, en effet, s'écria Materne. Il promena un regard circulaire sur les individus rassemblés dans la salle de conférence, en gratifiant les scientifiques d'un regard furibond. Il tenait à bien nous faire comprendre qu'il se sentait pris en otage et contraint de gaspiller un temps précieux par une bande de rêveurs dont la soif de connaissance confinait au ridicule. Car cette connaissance-là était inutile, contrairement au savoir-faire bien tangible, bien pragmatique, auquel il accordait de l'importance. « D'accord, finit-il par dire. J'ai protesté et j'ai perdu. En exigeant que nous restions une semaine ici, vous êtes dans votre droit. Mais je vous préviens, à la fin du délai qui vous est accordé, vous avez intérêt à être immédiatement prêt à redécoller. » Évidemment, il n'y avait jamais eu le moindre doute sur l'issue de cette polémique. La charte de l'expédition était très claire sur ce sujet. Nous étions censés passer au peigne fin une série de planètes qui, situées au bord de la galaxie, n'avaient été qu'effleurées par une précédente mission de repérage. Les topographes s'étaient contentés d'y rechercher des traces de vie. N'en ayant pas trouvé, ils avaient poussé plus loin. Il nous revenait à présent de mener l'enquête en détail. Ils nous avaient signalé que parmi ces planètes, quelques-unes avaient été habitées par le passé. Mais ce n'était plus le cas aujourd'hui. Notre mission
consistait à éplucher consciencieusement toutes les données que nous fourniraient les planètes désignées. Léopold, qui avait pris la tête du groupe, s'était vu confier la tâche de mener des recherches archéologiques pures sur les civilisations disparues. Materne et ses hommes, celle, plus concrète, de repérer d'éventuels matériaux fissiles, des armes abandonnées par les autochtones, des gisements de lithium ou de tritium utilisables pour la fusion, et autres choses précieuses aux yeux des militaires. En se plaçant sur un plan strictement utilitariste, on pouvait prétendre, non sans raison, que notre petit groupe était un poids mort qu'il trimballait à grands coups. Mais depuis une centaine d'années, en Amérique, l'opinion publique voyait d'un mauvais œil les expéditions purement militaires. Alors, histoire d'amadouer la bonne vieille conscience du pays, on avait rajouté 5 archéologues, dénués de tout impact, sur les questions de défense nationale. Nous. Materne nous avait clairement fait sentir dès le début que ces hommes à lui étaient les seuls vraiment importants de l'expédition. Nous autres, nous n'étions que du ballast. Et en un sens, nous étions bien forcés d'en convenir. Les tensions recommençaient à s'accentuer sur notre malheureuse planète Terre parcourue de dissensions. L'autre hémisphère pouvait sortir d'un jour à l'autre de ses 100 ans de quiétude et décider de se lancer à nouveau dans la conquête spatiale. Aussi, si les mondes inexplorés renfermaient des ressources exploitables par l'armée, il fallait que nous les découvrions avant eux. La bonne vieille course aux armements, quoi. Taillot. Les histoires du temps jadis parlaient d'expéditions organisées par la Terre. Ma foi, nous venions de la Terre, ça c'est sûr, mais pour être précis, nous venions d'Amérique. L'unité planétaire était un rêve qui n'avait pas progressé d'un pouce en 300 ans, depuis l'époque primitive du voyage dans l'espace où les fusées étaient encore à propulsion chimique. Amen, fin du sermon, au travail. La planète n'avait pas de nom, et nous ne lui en avons pas donné. Une commission spéciale de l'organisme risiblement baptisé Organisation des Nations Unies réfléchissait à ce problème de nomenclature en reprenant à son compte, face aux centaines de planètes à nommer que comportait la galaxie, l'idée de puiser dans les différentes mythologies terriennes, de la même manière qu'on avait fait appel à Mercure, Vénus ou Mars pour désigner les planètes de notre système solaire. On finirait sans doute par affubler cette planète-ci d'un nom genre Thoth ou Bel-Marduk, si ce n'était pas Avalokitesvara. Mais pour nous, c'était tout bêtement la 4e planète du système, tournant autour d'une étoile jaune-blanche F5-4, procyonoïde, numéro 170861 du catalogue HD révisé. En gros, elle était de type terrien, avec un diamètre de 9800 km, une gravité d'indice 0,93, une température moyenne de 7 degrés comportant des variations quotidiennes de l'ordre du dixième de degré, et une atmosphère raréfiée, hautement toxique pour nous, essentiellement composée de gaz carbonique, mais où on notait une faible présence d'hélium et d'hydrogène ainsi qu'une imperceptible trace d'oxygène. Il se pouvait que cet air ait été respirable par une forme de vie humanoïde des millions d'années plus tôt. Mais c'était des millions d'années plus tôt, justement. Nous avons bien pris soin de faire nos exercices d'apprentissage du masque à oxygène avant de nous aventurer hors du vaisseau. Je l'ai dit, le Soleil était une étoile F5-4. Il dispensait une chaleur importante. Malheureusement, à son périhélie, la planète 4 en était à 277 millions de kilomètres, et beaucoup plus loin encore quand elle se trouvait à l'autre bout de son orbite, quelque peu excentrique. Dans ce système solaire, la bonne vieille ellipse keplérienne était grandement mise à mal. En fait, la planète 4 me rappelait tout à fait Mars, sauf que Mars, bien sûr, n'avait jamais abrité de vie intelligente, sous quelque forme que ce soit. En tout cas, pas d'habitants qui aient pris la peine de laisser des traces de leur passage. Tandis que cette planète-ci avait de toute évidence été le berceau d'une civilisation florissante, à une époque où, sur Terre, la plus noble de toutes les créatures était le pithécanthrope. Quoi qu'il en soit, une fois débattue la question de savoir si nous resterions quelque temps ou si nous repartirions aussitôt pour la plus proche planète de notre programme, nous nous sommes mis à l'œuvre tous les 5. Comme nous n'avions qu'une semaine devant nous, jamais Materne ne nous accorderait de délai supplémentaire. Nous voulions abattre le plus possible de besogne dans le temps qui nous était imparti. Vu le nombre de planètes que contenaient les cieux, celles-ci ne recevraient peut-être plus jamais la visite de scientifiques humains. Materne et ses hommes nous ont informés d'entrée et de manière officielle qu'ils nous donneraient un coup de main, mais sans enthousiasme, et en faisant le moins possible. Nous avons désamarré les 3 petits half-tracks que transportait le vaisseau et nous les avons remis en marche. Nous y avons entassé notre matériel, appareils photo, pics et pioches, pinceaux en poils de chameau, et enfilé nos masques.
Les hommes de Materne nous ont aidés à débarquer les véhicules et à les orienter dans la bonne direction. Puis, ils ont fait un pas en arrière et attendu qu'on fiche enfin le camp. « Pas un d'entre vous ne se propose de nous accompagner » a interrogé Léopold. Chaque half-track pouvait accueillir 4 personnes. « Aujourd'hui, vous y allez tout seul » a répondu Materne en secouant la tête. « Et vous nous raconterez ce que vous avez trouvé. Nous, on emploiera plus utilement cette journée à faire un peu de classement et rattraper notre retard dans la tenue du journal de bord. » J'ai vu Léopold amorcer un froncement de sourcils. Materne ne cachait pas son mépris. Il aurait tout de même pu charger ses hommes de chercher des matériaux fissiles ou propres à alimenter la fusion, ne serait-ce que pour la forme. Mais notre chef a finalement ravalé sa colère. « Très bien, a-t-il dit. Excellente idée. Si on tombe sur un filon de plutonium brut, on vous contactera par radio. Parfait, merci d'avance. Si vous trouvez une mine de cuivre, ça m'intéresse aussi. Un rire sans aménité, du plutonium brut. J'ai l'impression que vous êtes sérieux en plus. Nous avions effectué un relevé topographique grossier du secteur. Nous nous sommes séparés en 3 groupes. Léopold est parti seul plein ouest, vers la rivière. Sans doute voulait-il examiner les dépôts alluvionnaires. Marshall et Webster, qui se partageaient un half-track, ont pris la direction de la région montagneuse, visible au sud-ouest de notre point d'atterrissage. Il semblait qu'une ville de quelque importance y soit enfouie dans les sables. Enfin, Gerhardt et moi nous sommes dirigés à bord du 3e véhicule vers le nord, où nous espérions trouver les vestiges d'une autre cité. Il faisait gris. Le vent soufflait. Les sables sans fin qui recouvraient toute la planète formaient des dunes devant nous et le vent en jetait des poignées contre les dômes en plastique qui protégeaient le half-track. Les traverses métalliques de nos chenilles faisaient crisser un sol vierge depuis des millénaires. Pendant un bon moment, nous n'avons pas échangé un mot. Puis, Gerhardt m'a dit « J'espère que le vaisseau sera encore là quand on rentrera à la base. » Je me suis tourné vers lui, les sourcils froncés, sans lâcher les commandes. Gerhardt avait toujours été une énigme pour moi. C'était un petit bonhomme ramassé sur lui-même, et dont les cheveux châtains tout en désordre lui retombaient dans les yeux, des yeux un peu trop rapprochés. Diplômé de l'université du Kansas, il avait travaillé quelque temps sur le terrain avec ses archéologues. C'était du moins ce qu'affirmaient ses références. « Comment ça? Que voulez-vous dire » ai-je demandé. « Ce Materne ne m'inspire pas confiance. Il ne peut pas nous sentir. »« Mais non, ce n'est pas un mauvais bougre. Il veut seulement remplir sa mission et rentrer chez lui. »« Mais que voulez-vous dire en sous-entendant que le vaisseau pourrait ne plus être là ? » ?»« Qu'il pourrait bien redécoller sans nous. Déjà qu'il nous expédie tous dans le désert, sans nous adjoindre un seul de ses hommes. Je vous le dis, moi. Il va nous abandonner ici. » Je me suis esclaffé. « Allons, ne soyez pas paranoïaque. Jamais Materne ne ferait une chose pareille. »« Il nous considère comme le poids mort de l'expédition, » a insisté Gerhardt. « Pour se débarrasser de nous, ce serait le moyen idéal. » Le half-track a encaissé un accident de terrain. J'aspirais à entendre un vautour pousser son cri quelque part. Mais non, il n'y avait même pas cela. La vie avait quitté ce monde depuis une éternité. Je vous accorde que Materne ne nous porte guère dans son cœur. Mais de là à redécoller en laissant sur place 3 half-tracks en parfait état de fonctionnement, quand même, vous l'en croyez capable? J'avais marqué un point. Gerhardt a fini par acquiescer d'un grognement inarticulé. En effet, Materne n'était pas du genre à gaspiller le matériel, même si l'on pouvait imaginer qu'il n'avait pas les mêmes scrupules face à 5 archéologues superflus. Nous avons fait encore un bout de chemin en silence. Nous avions à présent couvert quelques 30 kilomètres à travers un paysage parfaitement désolé. Pour autant que je puisse me rendre compte, nous aurions aussi bien fait de rester au vaisseau. Heureusement, 15 kilomètres plus loin, nous sommes arrivés à la ville en question. Elle semblait bâtie selon un modèle linéaire, et pour une largeur de 800 mètres environ, s'étendre à perte de vue, sur plus de 1000 kilomètres en tout cas, dans le sens de la longueur. Si nous en avions le temps, nous vérifierions ces dimensions une fois que nous aurions repris de l'altitude. Évidemment, il ne restait pas grand-chose de la ville proprement dite. Le sable avait pratiquement tout recouvert, mais on voyait quand même çà et là dépasser des fondations qui se présentaient sous la forme de tas de béton armé et de métal renforcé. Nous avons mis pied à terre et déballé la pelle électrique. 1 heure plus tard, nous étions en nage dans nos combinaisons spatiales, et nous avions réussi à transférer quelques milliers de mètres cubes de sol quelques mètres plus loin. Nous avions creusé un sacré trou dans le site. Et tout cela pour rien. Rien. Pas un objet manufacturé. Pas un crâne, pas une dent jaunie.
Ni cuillère, ni couteau, pas le moindre hochet. Rien. Par endroits, les fondations avaient tenu le coup. Encore que, après 1 million d'années, le sable, le vent et la pluie les aient quasi réduits à néant. Mais de cette civilisation perdue, rien d'autre n'avait survécu. Je l'admettais à regret. Le mépris de Materne était justifié. À nous non plus, cette planète n'avait rien à offrir. Confronté à des fondations presque effacées par le temps, on n'apprendrait pas grand-chose, sinon qu'une civilisation avait autrefois vécu là. Le paléontologue imaginatif peut reconstituer un dinosaure à partir d'un fragment de fémur, ou dessiner un saurien convaincant en se fondant uniquement sur un bout d'os iliaque. Mais comment extrapoler une civilisation entière, un arsenal juridique, un état d'avancement technologique, une pensée, à partir de bâtiments réduits à leur fondation, elles-mêmes usées par le passage des siècles? C'était une entreprise quasi impossible. Nous sommes allés creuser à quelques centaines de mètres de là, dans l'espoir de déterrer au moins un vestige concret de cette civilisation. Mais le temps avait fait son œuvre. Nous devions nous estimer heureux de disposer de ces fondations. Tout le reste avait disparu. J'ai récité à mi-voix. Rien d'autre ne subsiste en dehors des vestiges de ce colosse en ruine. Illimité, la page du désert lisse et nue s'étend jusqu'au vertige. Gerhardt a cessé un instant de creuser. « Hein? Qu'est-ce que vous dites ?»« C'est du Shelley. »« Ah oui, Shelley !» Il est retourné à sa pelle. En fin d'après-midi, nous avons finalement décidé de jeter l'éponge et de rentrer à la base. Nous étions sur le terrain depuis 7 heures, et nous n'en rapportions pour tout butin qu'une centaine de mètres de film 3D représentant des fondations. Le soleil déclinait. La planète 4 connaissait des journées de 35 heures et celle-ci touchait à sa fin. Le ciel, qui n'y était jamais très lumineux, s'assombrissait encore. Pas de lune. La planète 4 ne possédait pas de satellite. Il y avait là-dedans une certaine injustice. Les planètes 3 et 5 de ce système solaire étaient pourvues de 4 lunes chacune, et autour de la 8e, qui était en réalité une géante gazeuse, on n'en dénombrait pas moins de 13 petites. Nous avons donc fait demi-tour par un itinéraire passant à 5 km à l'est de celui que nous avions suivi à l'aller, au cas où nous rencontrerions quelque chose. Vain espoir de notre part. Au bout de 9 km, la radio du véhicule s'est animée et la voix sèche et irritable de Léopold a retenti dans l'habitacle. « Appel aux véhicules 2 et 3. 2 et 3, vous me recevez? À vous, 2 et 3. » Cette fois, c'était Gerhard qui conduisait. J'ai tendu la main par-dessus son genou pour régler l'appareil sur le canal émetteur. « Anderson et Gerhard, à bord du véhicule 3. On vous reçoit 5 sur 5. » Au bout d'un moment, nous est parvenue, un peu plus faiblement, la réponse du véhicule 2 par le canal à 3 voies et j'ai entendu Marshall dire « Marshall et Webster à bord du Halftrack 2. On vous reçoit, professeur. Il y a un problème ?»« J'ai trouvé quelque chose, » a répondu Léopold. Au ton de la voix de Marshall quand il s'est exclamé « C'est vrai ?» j'ai su qu'il rentrait aussi bredouille que nous. « Ça en fait au moins un, » suis-je intervenu. « Ah bon? Vous n'avez rien trouvé, Anderson ?»« Pas le moindre fragment, pas un tesson, rien. »« Et vous, Marshall ?» Même chose. Des traces éparses signalant l'emplacement d'une ville, mais rien qui ait la moindre valeur archéologique, professeur. Léopold a gloussé puis répondu. Eh bien moi j'ai trouvé quelque chose. C'est un peu lourd pour moi tout seul, alors que les 2 équipes viennent un peu voir par ici. Marshall et moi, nous sommes enquis d'une même voix. Qu'est-ce que c'est, professeur? Mais Léopold se plaisait à jouer les énigmatiques. Vous verrez bien une fois sur place. Notez ma position et maniez-vous. Je veux être de retour à la base avant la tombée de la nuit. Nous nous sommes donc résignés à gagner l'endroit indiqué. Apparemment, le professeur se trouvait à environ 25 km au sud-ouest par rapport à nous. Marshall et Webster auraient également un assez long trajet à faire pour s'y rendre. Ils se trouvaient très nettement au sud-ouest de Léopold. Quand nous sommes arrivés à l'endroit dont ce dernier nous avait communiqué les coordonnées, le ciel était presque noir. Alors que les phares du Halftrack éclairaient le désert sur presque 1 kilomètre, on ne voyait rien ni personne. Puis, j'ai repéré le véhicule de Léopold garé un peu à l'écart côté est, et côté sud, Gerhardt a vu approcher les phares du 3e Halftrack. Nous sommes parvenus à la hauteur de Léopold à peu près en même temps. Il n'était pas seul. Il y avait avec lui un objet. « Bonsoir, messieurs » a-t-il lancé avec un sourire suffisant. « Il semble que j'ai fait une trouvaille. » Il a reculé d'un pas, et, feignant de tirer un rideau imaginaire, nous a permis de jeter un coup d'œil à sa découverte.
Sous le coup de la surprise et de l'incompréhension, j'ai froncé les sourcils. Debout, dans le sable, à côté du véhicule, se tenait quelque chose qui ressemblait fort à un robot. La chose était de haute taille, 2,15 m au moins, et vaguement humanoïde. J'entends par là que des bras partaient de ses épaules, que sur ses épaules reposait une tête, et que plus bas on trouvait des jambes. La tête en question s'ornait de plaquettes réceptrices à la place des yeux, des oreilles et de la bouche. On ne distinguait pas d'autres orifices. Le corps proprement dit était massif et carré, avec des épaules tombantes et, en guise de peau, un revêtement métallique foncé, grêlé et rouillé comme par d'innombrables siècles d'intempéries. Il était enfoui jusqu'aux genoux dans le sable. Sans se départir de son sourire supérieur, tant il était fier de sa trouvaille, et cela se comprenait, Léopold a déclaré « Dis-nous quelque chose, robot !» Alors, les récepteurs buccaux ont émis un son métallique, une espèce de grincement, de rouage. Sur quoi une voix curieusement haut perchée, mais audible, a retenti. Elle s'exprimait dans une langue étrangère aux insaisissables inflexions chantantes. Un frisson glacé s'est propagé le long de ma colonne vertébrale. « Il comprend ce que vous lui dites » a voulu savoir Gérard. « Non, je ne crois pas. Tout du moins pas encore. Mais il produit des émissions vocales quand je m'adresse directement à lui. Je crois que c'est une espèce de guide attaché à ses ruines, pour ainsi dire, qu'il a été fabriqué par les anciens autochtones pour fournir des informations aux visiteurs de passage, sauf qu'il a manifestement survécu tant aux habitants qu'à leurs ruines. » J'ai observé la chose. Elle semblait effectivement très ancienne et très solide, tellement robuste, en fait, qu'elle avait très bien pu survivre à tous les autres vestiges de civilisation sur cette planète. Elle s'était tue et regardait droit devant elle. Tout à coup, elle a pesamment pivoté sur sa base, puis englobé le paysage d'un geste large et repris la parole. Je n'avais guère de mal à imaginer, en substance, la teneur de ses propos. Et là, nous voyons les ruines du Parthénon, principal temple d'Athéna sur l'Acropole. Achevé en l'an 438 avant Jésus-Christ, il a été partiellement détruit par une explosion en 1687, alors qu'il servait de poudrière aux Turcs. En effet, on dirait bien une espèce de guide touristique, a remarqué Webster. J'ai la nette impression qu'on est en train de nous faire un exposé historique sur les splendides monuments qui ont dû se trouver jadis sur ce site. Si seulement on comprenait ce qu'il dit, s'est exclamé Marshall. On peut tenter de déchiffrer sa langue, a commenté Léopold. Reste que c'est une formidable découverte, non? Et en plus... Tout à coup, j'ai éclaté de rire. Vexé, Léopold m'a lancé un regard noir avant de s'enquérir. Puis-je savoir ce qu'il y a de si drôle, professeur Anderson? Ozymandias, ai-je proféré quand mon hilarité s'est un peu calmée. Mais bien sûr, Ozymandias. Je dois dire que je ne... Écoutez-le, ai-je repris. C'est comme si on l'avait placé ici à l'intention de ceux qui allaient venir après, pour leur faire partager, nous faire partager, les splendeurs de la civilisation qui a construit ces cités. Seulement, les cités ont disparu. Et le robot, lui, est toujours là. Vous ne trouvez pas qu'il a l'air de dire « Fais en sorte, ô puissant, d'observer mon ouvrage et enrage ». Rien d'autre ne subsiste, a conclu Webster, achevant la citation. Ces deux circonstances, en effet. Les cités et leurs bâtisseurs ne sont plus là depuis longtemps, mais le robot, qui l'ignore, continue à débiter son baratin. Oui, on devrait le baptiser Ozymandias. En attendant, qu'est-ce qu'on va en faire? A voulu savoir Gérard. Vous disiez que vous n'aviez pas pu le faire bouger, a demandé Webster en se tournant vers Léopold. Non, pas moyen. Il pèse bien 250 à 300 kilos. En revanche, il peut se déplacer de sa propre initiative. À nous 5 peut-être, suggéra Webster. Non, est intervenu Léopold. Un sourire énigmatique a fugitivement éclairé son visage. On va le laisser où il est. Quoi? Pour le moment, s'est-il empressé d'ajouter. On le garde pour plus tard. Ce sera, en quelque sorte, une surprise pour Materne. On le sortira de notre chapeau au tout dernier moment. D'ici là, laissons-le croire que cette planète est totalement dépourvue d'intérêt. Qu'il nous mette en boîte autant qu'il voudra. Quand il sera temps de repartir, on le mettra devant le fait accompli. Vous croyez qu'on ne risque rien en laissant ce robot sur place? C'est enquis Gérard. Personne ne va venir le voler, a commenté Marshall. On n'a pas plus à craindre qu'il fonde sous la pluie, a renchéri Webster. Oui, mais et s'il fiche le camp? A repris Gérard d'un ton insistant. Ce n'est pas exclu, si? Non, évidemment,
a répondu Léopold. Mais où voulez-vous qu'il aille? Non, moi je crois qu'il ne bougera pas d'ici. Dans le cas contraire, de toute façon, on peut toujours le repérer au radar. Et maintenant on rentre à la base, il se fait tard. Nous sommes remontés à bord des Halftrack. Le robot, redevenu muet et toujours planté jusqu'aux genoux dans le sable, sur fond de ciel assombri, a pivoté vers nous et levé son bras massif comme pour nous saluer. Et n'oubliez pas, nous a signifié Léopold, pas un mot à Materne. Ce soir-là, à la base, le colonel Materne et ses 7 aides de camp se sont montrés remarquablement curieux quant à nos activités de la journée. Ils feignaient de s'intéresser sincèrement à notre travail. Mais nous avons bien vu qu'en réalité, ils voulaient simplement nous faire dire ce qu'ils avaient prévu, à savoir que nous n'avions absolument rien trouvé. C'est d'ailleurs la réponse qu'ils ont obtenue, puisque Léopold nous avait interdit de mentionner Ozymandias. De toute façon, à part le robot, il fallait reconnaître que nous n'avions effectivement rien trouvé. Et quand ils l'ont appris, ils nous ont gratifiés d'un sourire entendu, comme pour dire que, si nous les avions écoutés, nous aurions tous regagné la Terre 7 jours plus tôt, et sans aucune perte. Le lendemain matin, après le petit déjeuner, Materne a annoncé que, sauf objection de notre part, il envoyait quelques hommes à la recherche de matériaux fissiles. « Nous aurons seulement besoin d'un des Halftrack, a-t-il ajouté, ce qui vous en laisse 2. Ça ne vous fait rien. On se débrouillera avec 2, a répondu Léopold avec un peu d'amertume. Mais ne venez pas empiéter sur notre territoire. Qui se trouve? Au lieu de lui en révéler l'emplacement, Léopold s'est contenté de conclure. Comme nous avons suffisamment inspecté la zone située au sud-ouest du vaisseau, sans rien trouver de remarquable, nous ne voyons pas d'objection à ce que votre matériel de prospection la mette sans dessus-dessous. Materne a hoché la tête, en le dévisageant d'un air intrigué, comme si cette évidente tentative de dissimulation avait éveillé ses soupçons. Je me suis d'ailleurs demandé s'il était bien avisé de cacher des choses à cet homme. Enfin, laissons Léopold à ses manigances, ai-je songé. Et pour empêcher Materne de découvrir Ozymandias, on pouvait en effet éviter de lui dire dans quel secteur nous allions opérer. Mais, colonel, je croyais que vous considériez la planète comme inintéressante, ai-je placé. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute, m'a-t-il répondu en me regardant droit dans les yeux. Cela dit, il serait idiot de ma part de ne pas aller jeter un coup d'œil quand même, vous ne trouvez pas? J'ai dû reconnaître qu'il avait raison. Auriez-vous donc l'espoir de trouver quelque chose? En tout cas, pas de matériaux fissiles. On peut affirmer sans grande chance de se tromper que tout ce qui était radioactif sur cette planète s'est décomposé il y a bien longtemps. Mais bon, il y a toujours une chance pour qu'on tombe sur du lithium. Ou du tritium pur, a renchéri Léopold avec acidité. Pour toute réponse, Materne s'est contenté de rire. Une demi-heure plus tard, nous reprenions la direction de l'ouest pour revenir sur les lieux où nous avions trouvé Ozymandias. Gerhard, Webster et moi sommes montés dans un des Halftracks, tandis que Léopold et Marshall prenaient l'autre. Quant au troisième, avec à son bord 2 des hommes de Materne et leur matériel de prospection, il s'est éloigné vers le sud-ouest, c'est-à-dire la zone que Marshall et Webster avaient vainement ratissée la veille. Ozymandias était toujours là où nous l'avions laissé. Le soleil, qui se levait derrière lui, faisait luire ses flancs. Combien d'aurores avait-il connu? Sans doute des milliards. Un vent du nord s'était levé qui formait des tourbillons dans le sable. Ozymandias, lui, restait ici, a déclaré le robot en nous voyant approcher. Dans notre langue à nous. Nous ne nous sommes pas tout de suite rendus compte de ce qui venait de se passer. Mais quand l'évidence s'est fait jour dans notre esprit, nous avons bondi sur place, tous les 5, et plutôt 2 fois qu'une. Tandis que nous bafouillions, tout à notre stupeur, le robot a repris. Ozymandias réussir à déchiffrer la langue. Ozymandias, espèce de guide. Mais il répète comme un perroquet des bribes de la conversation d'hier, a constaté Marshall. Non, je ne crois pas qu'il se contente de cela, ai-je contré. Ses paroles traduisent des concepts cohérents. Il nous parle vraiment. Fabriqué par les anciens, pour fournir information aux visiteurs, a repris Ozymandias. Ozymandias, a lancé Léopold. Parles-tu anglais? Réponse. Un déclic, suivi quelques instants plus tard par Ozymandias comprendre. Pas avoir assez de mots. Parler plus. Nous nous sommes mis tous les 5 à trembler sous le coup d'une même excitation. Nous comprenions à présent ce qui s'était produit.
C'est-à-dire quelque chose d'extraordinaire, rien de moins. Ozymandias avait patiemment écouté tout ce que nous avions dit la veille au soir, puis, après notre départ, mis ses millions d'années d'expérience mentale au service du problème consistant à donner un sens au son que nous avions produit devant lui. Et il y était parvenu. Il ne nous restait plus qu'à l'alimenter en vocabulaire et à le laisser assimiler le tout. Nous tenions une véritable pierre de rosette parlante. Les 2 heures suivantes ont passé si vite que nous ne nous sommes rendus compte de rien. Nous soumettions des mots aux robots aussi vite que nous pouvions, avec leur définition lorsque c'était possible, afin de l'aider à les mettre en rapport avec ceux qu'il avait déjà gravés dans son esprit. Au bout de ce délai, il était en mesure de soutenir une conversation à peu près normale. Il a libéré ses jambes du sable qui les emprisonnait depuis des siècles, et, remplissant la mission pour laquelle on l'avait construit des millénaires plus tôt, nous a emmenés faire la visite guidée de la civilisation disparue qu'il avait conçue. Ozymandias était une fabuleuse réserve de données archéologiques. Pour en arriver à bout, il nous aurait fallu des années. Son peuple, nous a-t-il informé, s'appelait les Taïken, je retranscris d'oreille, et s'était épanoui sur une période de 300 000 années locales. Au moment de son déclin, il l'avait fabriqué pour servir de guide indestructible, susceptible de faire visiter aux étrangers leur cité également indestructible. Malheureusement, ces dernières s'étaient effondrées. Il ne restait plus qu'Ozymandias et les souvenirs qu'il portait en lui. Ici s'élevait la ville de Dourab. Elle comptait à l'époque 8 millions d'habitants. Sous mes pieds se dressait le temple de Décamone qui faisait 490 mètres de haut, pour employer votre système de mesure. Il donnait dans la rue des Vents. La 11e dynastie s'inaugura le jour de l'accession au présidium de Konigar IV. C'est sous le règne des souverains successifs de cette dynastie que furent atteintes les planètes voisines. Ici se trouvait la bibliothèque de Dourab, qui s'enorgueillissait de posséder 14 millions de volumes. Pas un ne subsiste aujourd'hui. Bien après la disparition de ses constructeurs, j'ai entrepris de les lire, et je les ai tous mémorisés. Le fléau tuait en ce temps-là 9000 individus par jour, et cela dura plus d'une année, alors que... et ainsi de suite. Un bulletin d'information de dimension cyclopéenne, de plus en plus détaillé à mesure qu'Ozymandias absorbait nos commentaires et enrichissait son lexique. Nous le suivions dans le désert, hébétés, et comme engourdis par l'ampleur de notre trouvaille. Nos enregistreurs n'en perdaient pas une miette. À l'intérieur de cet unique robot s'offrait à qui voudrait l'étudier la totalité d'une civilisation qui avait duré au moins 300 000 ans. Si nous le désirions, nous pouvions puiser dans cette source ô combien abondante jusqu'à la fin de nos jours sans parvenir à épuiser le stock d'informations implanté dans son esprit sans limite. Quand nous avons enfin pu nous arracher Ozymandias pour l'abandonner dans le désert et rentrer à la base, nous nous sentions sur le point d'éclater. Jamais, dans l'histoire de l'archéologie, personne ne s'était vu offrir un trésor pareil. Un compte rendu exhaustif, accessible, et qui plus est tout traduit. Nous nous sommes, une fois de plus, mis d'accord pour dissimuler notre découverte à Materne. Toutefois, comme les petits garçons à qui l'on remet un jouet de grande valeur, nous avons eu bien du mal à réprimer nos sentiments. Nous n'avons rien révélé de manière explicite, mais notre surexcitation a certainement convaincu Materne que la journée n'avait pas été aussi infructueuse que nous l'affirmions. Notre comportement, ajouté au silence de Léopold quand le colonel lui a demandé où nous avions travaillé ce jour-là, a dû lui mettre la puce à l'oreille. Quoi qu'il en soit, pendant la nuit, alors que nous étions couchés, nous avons entendu les half-tracks s'enfoncer en vrombissant dans le désert. Et le lendemain matin, quand nous sommes allés prendre le petit déjeuner aux messes, Materne et ses hommes ont tourné vers nous des visages mal rasés et des yeux où luisait une rancune singulière. « Bonjour, messieurs » a lancé Materne. « Il y a un bon moment que nous attendons que vous soyez levés. »« Pourquoi ? Il est plus tard que les autres matins ?» s'est enquis Léopold. « Pas du tout. C'est que mes hommes et moi, nous avons passé une nuit blanche. Nous avons fait un peu de prospection archéologique pendant que vous dormiez ?» Le colonel s'est penché en avant et, tripotant les revers froissés de sa veste, a poursuivi. « Professeur Léopold, pour quelle raison avez-vous choisi de ne pas dire que vous aviez découvert un objet d'une extrême importance stratégique ?»« Comment cela ?»
De quoi parlez-vous? S'est insurgé Léopold d'une voix qui se voulait ferme, mais où perçait un tremblement révélateur. Du robot que vous avez baptisé Ozymandias, a tranquillement rétorqué Materne. Alors, peut-on savoir pourquoi vous m'avez caché son existence? J'avais l'intention de vous mettre au courant avant notre départ. Toujours est-il, a repris l'autre en haussant les épaules, que vous m'avez sciemment dissimulé votre découverte. Votre attitude hier soir nous a incités à explorer le secteur, et comme les détecteurs ont révélé la présence d'un objet métallique à environ 25 km à l'ouest, nous sommes allés voir par là. Ozymandias n'en revenait pas d'apprendre qu'il y avait d'autres terriens dans les parages. Un silence lourd de tension. Puis, Léopold a déclaré « Je suis obligé de vous demander de ne pas interférer, colonel. Excusez-moi de ne pas avoir pris la peine de vous parler de notre trouvaille. J'ignorais que vous vous intéressiez autant à notre travail, mais à présent, j'exige que vous et vos hommes vous teniez à distance. » Ah oui? Et pourquoi? A interrogé Materne d'un ton glacial. Parce que ce robot représente une manne pour les archéologues. Je ne saurais trop insister sur la valeur qu'il revêt à nos yeux. Vos hommes pourraient, involontairement, créer un court-circuit dans ces banques mémorielles en conduisant leurs expériences habituelles, ou quelque chose dans ce genre. Ce qui m'amène à réaffirmer les droits de l'expédition archéologique et à lui réserver exclusivement l'usage d'Ozymandias, ce qui vous en interdit l'accès par la même occasion. Désolé, professeur, a répliqué Materne sur un ton soudain beaucoup plus rude. Vous ne pouvez plus invoquer ces fameux droits à présent. Et pourquoi cela? Parce qu'Ozymandias relève maintenant de nos compétences à nous. C'est à vous que l'accès en est interdit, professeur. J'ai cru que Léopold allait avoir une crise d'apoplexie en plein mess. Livide, il s'est raidi et a traversé la pièce d'un pas qui manquait d'aisance pour aller se planter devant Materne. Il lui a posé une question d'une voix si étranglée que je n'ai pas saisi ses paroles. « Pour des raisons de sécurité, professeur, » lui a répondu Materne. « Ozymandias a des applications militaires. Par conséquent, nous l'avons rapporté à bord et placé sous bonne garde dans des quartiers connus de nous seuls, en vertu du pouvoir dont je suis investi pour faire justement face à ce genre d'éventualité. Je déclare que la présente expédition est close. Nous rentrons immédiatement sur Terre avec Ozymandias. » Léopold avait les yeux qui lui sortaient de la tête. Du regard, il a cherché notre soutien, mais nous sommes restés muets. Finalement, il a lâché sur un ton incrédule. « Des applications militaires, vous dites ?»« Parfaitement. C'est une mine de renseignements sur les armes dont disposaient les Taïkens. Nous en avons d'ores et déjà tiré des éléments d'une portée inestimable. À votre avis, pourquoi n'y a-t-il pas le moindre soupçon de vie sur cette planète, professeur? Pas le moindre petit brin d'herbe? Le passage du temps ne suffit pas, fût-ce 1 million d'années durant. En revanche, une arme de destruction massive en est tout à fait capable. Et cette arme, les Taïkens l'avaient fabriquée, entre autres. Des armes à vous donner la chair de poule. Et Ozymandias connaît tout d'elle. Croyez-vous vraiment que nous pouvons nous permettre de perdre un temps précieux en vous laissant vous amuser avec ce robot alors qu'il est bourré jusqu'à la gueule d'informations de nature stratégique capables de rendre l'Amérique imprenable? Désolé, professeur. C'est vous qui l'avez trouvé, d'accord, mais maintenant il est à nous. Et nous le rapportons sur Terre. Le silence est retombé dans la pièce. Léopold nous a regardés tour à tour, moi, Webster, Marshall et Gerhardt. Mais il n'y avait plus rien à dire. À la base, l'expédition était à vocation militaire. Certes, on avait admis à bord quelques archéologues, autant de pièces rapportées, mais c'était l'équipe de Materne qui comptait vraiment, pas la nôtre. Nous étions moins là pour ajouter une pierre à l'édifice du savoir que pour dénicher de nouvelles armes, de nouvelles sources de matériaux stratégiques à utiliser éventuellement contre l'autre hémisphère. Et ces nouvelles armes, on les avait trouvées. Des armes inouïes, nées d'une science qui s'était maintenue pendant 300 000 ans. Le tout enfermé dans l'impérissable boîte crânienne d'Ozymandias. Cassant, Léopold a lâché. « Très bien, colonel. Je suppose que je ne peux pas vous en empêcher. » Il a fait volte-face et gagné la sortie d'un pas traînant, sans toucher à son repas. Tout à coup, c'était un homme brisé, vaincu et très âgé. Quant à moi,
J'avais la nausée. Materne avait affirmé catégoriquement que cette planète ne pouvait lui être utile en rien, qu'y faire halte était une perte de temps. C'était Léopold qui avait insisté, et qui avait eu raison, puisque nous avions en effet trouvé quelque chose d'inappréciable. Une machine capable de dévider des recettes de mort aussi inédites que terrifiantes. Nous tenions dans nos mains la somme et l'essence même de la science taïken, ce savoir qui avait donné le jour à des armes magnifiques, si superbes qu'elles avaient réussi à éradiquer toute trace de vie sur leur planète. Et nous avions désormais accès à ces armes. Après avoir provoqué leur propre destruction, les taïken avaient eu la prévenance de nous léguer un patrimoine de mort. Le teint grisâtre, je me suis levé de table et j'ai regagné ma cabine. Je n'avais plus faim. « Décollage dans 1 heure !» a lancé Materne dans mon dos tandis que je sortais. « Mettez vos affaires en ordre !» C'est à peine si je l'ai entendu. Je pensais à la cargaison mortelle que nous transportions, à ce robot, si pressé de dégorger son fond d'informations. Je songeais à ce qui allait arriver lorsque nos scientifiques, sur Terre, apprendraient ces leçons. L'œuvre des taïken était désormais la nôtre. J'ai repensé au vers de Shelley, fait en sorte, ô puissant, d'observer mon ouvrage, et enrage.